Et si, en moins d'une heure, un président pouvait ébranler tout l'édifice de la finance mondiale? Imaginez la scène. Le 1er octobre 2025, au cœur de New York, Ibrahim Traoré, président venu du Sahel, gravit la tribune de l'Organisation des Nations Unies. D'un pas ferme, il brise le protocole. Sa voix, calme et assurée, s'élève non pour réciter un discours attendu, mais pour lancer une accusation frontale contre le Fonds monétaire international, mettant en cause des décennies de domination financière. Ce jour-là, la dette africaine cesse d'être un simple chiffre lointain. Elle devient un cri collectif, un drapeau brandi par des millions d'âmes, de Dakar à Nairobi. Les statistiques pâlissent face à la clameur populaire. La dette se mue en symbole de résistance, de dignité retrouvée. C'est tout un continent qui retrouve sa voix, brisant les chaînes invisibles de la soumission. Puis, la phrase tombe, suspend le souffle de la salle et fait vaciller le monde. L'Afrique n'a jamais été endettée, nous ne sommes pas vos débiteurs. Avec ces mots, Ibrahim Traoré dynamite des décennies de rhétorique économique et inverse l'ordre établi. Même les traducteurs, déstabilisés, marquent une pause. Les caméras du monde entier captent ces visages médusés, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment. Partout, l'écho de la déclaration résonne. Désormais, il ne s'agit plus seulement de finances ou de chiffres. C'est une bataille morale, existentielle, qui s'engage contre un système forgé pour asservir. Ignorer cet instant, c'est risquer de manquer le point de bascule d'une révolution de la souveraineté africaine. Saisir ce moment, c'est entr'ouvrir la porte d'un autre futur, et ne plus jamais regarder la dette du même œil. Mais comment ce discours a-t-il pu prendre une telle ampleur? Pour le comprendre, il faut revenir sur les coulisses d'une déclaration aussi explosive. Car ce n'est pas la première fois qu'un leader tente de briser les chaînes de l'endettement, mais c'est la première fois que ce cri trouve un tel écho mondial. La dette. Outil financier ou arme de domination. Depuis des générations, l'Afrique vit sous son ombre menaçante. Pour illustrer, prenons le cas du Zaïre des années 70. Des prêts massifs, des infrastructures inachevées, un peuple qui s'appauvrit tandis que les remboursements s'envolent. En Éthiopie, dans les années 80, l'ajustement imposé a provoqué la fermeture de milliers d'écoles rurales, laissant une génération entière sans accès au savoir. La dette extérieure du continent dépasse aujourd'hui 700 milliards de dollars. Ce chiffre colossal n'est pas le fruit du hasard. Il est le produit de systèmes élaborés loin du continent, par des centres de pouvoir jamais confrontés au peuple qui en perd le prix. Pour mettre ce montant en perspective, il équivaut à plusieurs années de budget combiné de tous les ministères de la santé du continent. Dans l'ombre, des décennies de politiques imposées, ajustements structurels dictés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Sous des termes techniques, la réalité frappe. Privatisation forcée, coupe dans les dépenses publiques, sacrifices sociaux imposés. En Tunisie, par exemple, les accords de réforme signés dans les années 90 ont mené à la vente de grandes entreprises publiques à des groupes étrangers, souvent pour une fraction de leur valeur réelle. Des millions d'Africains ont vu leurs écoles fermées, leurs hôpitaux manquer de médicaments, leurs terres cédées à des intérêts étrangers. Tout cela, au nom d'une discipline budgétaire que l'Afrique n'a jamais choisie. Chaque condition, chaque réforme, creusait encore plus la précarité du quotidien. Au Sénégal, la privatisation de la Compagnie nationale d'électricité a entraîné des coupures massives, affectant les ménages et les petites entreprises. La dette n'est pas un accident, ni une simple ligne comptable. C'est une chaîne invisible, un instrument de dépendance qui prive les nations africaines de leur droit à décider, à investir, à espérer. Rappelons-nous l'Argentine en 2001. Étranglée par la dette, elle a vu son économie s'effondrer, provoquant la pauvreté de millions de citoyens. Ce scénario, bien que sur un autre continent, illustre la puissance destructrice de l'endettement incontrôlé. Penser que la dette est neutre, c'est ignorer la souffrance qu'elle engendre. Adopter la logique des créanciers, c'est accepter qu'une multitude de vies soient sacrifiées pour des décisions prises ailleurs. Ce choix, fait au nom de la stabilité, est en réalité une abdication de la souveraineté. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré prend la parole à l'Organisation des Nations Unies en octobre 2025.
Ce n'est plus un débat d'experts, c'est un procès moral, sous le regard du monde. La dette devient alors le miroir de 7 crimes économiques majeurs commis contre l'Afrique. Mais ces crimes, longtemps restés dans l'ombre, vont enfin être nommés. Car l'heure du silence est révolue. C'est le moment de rendre visibles les chaînes invisibles. Quand un mot pèse plus qu'1 milliard de dollars. Ce matin-là, à New York, Ibrahim Traoré s'avance vers la tribune. Sans note, sans détour, il entame son discours d'une voix grave. Il égrène les noms: Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Niger. Pour chaque pays, un exemple tranchant. Le Ghana verse chaque année davantage à ses créanciers qu'à l'éducation de ses enfants. En Côte d'Ivoire, les matières premières s'envolent à l'étranger, mais la pauvreté reste. Mali et Niger suffoquent sous le poids d'intérêts meurtriers et de coupes dictées de loin. Traoré, implacable, dévoile l'absurdité du système. Il cite le cas du Mozambique, dont les dettes cachées ont plongé le pays dans la crise et entraîné des poursuites judiciaires internationales, révélant l'opacité des circuits financiers mondiaux. Il va plus loin. Il ose nommer les 7 crimes économiques commis contre l'Afrique. Premièrement, la privatisation forcée, imposée sous couvert d'aide. Deuxièmement, l'austérité qui ferme écoles et hôpitaux. Troisièmement, la manipulation des monnaies, décidée hors du continent. Quatrièmement, la corruption institutionnalisée et tolérée. Cinquièmement, l'extraction déguisée des ressources, quand les richesses partent, mais les dettes restent. Sixièmement, l'asphyxie des industries locales sous la concurrence faussée. Septièmement, la perte de souveraineté. Chaque décision nationale doit être validée dans un bureau étranger. Prenons un exemple concret pour chaque crime. Premièrement, en Zambie, la privatisation des mines de cuivre, orchestrée sous la pression des bailleurs, a mené à la fuite des profits vers les sièges sociaux étrangers, laissant les travailleurs locaux dans la misère. Deuxièmement, l'austérité en Grèce, bien que hors d'Afrique, a montré comment les coupes imposées par les créanciers peuvent détruire le tissu social d'un pays. En Afrique, ce même scénario se répète avec une violence accrue, faute de filets sociaux solides. Troisièmement, la manipulation du franc CFA, monnaie imposée à 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, reste un symbole de la mainmise extérieure sur les politiques monétaires locales. Quatrièmement, la corruption institutionnelle s'est vue lors du scandale des Panama Papers, qui a révélé comment des élites africaines, avec la complicité d'institutions internationales, dissimulaient des fonds mal acquis. Cinquièmement, l'extraction déguisée des ressources est illustrée par le cas du Niger, où l'uranium extrait pour alimenter des centrales européennes laisse derrière lui des villages appauvris et des sols contaminés. Sixièmement, l'asphyxie des industries locales. Au Nigeria, l'arrivée massive de produits subventionnés venus d'Europe a tué des centaines de milliers de petites exploitations agricoles locales. Septièmement, la perte de souveraineté. Lors de la crise ivoirienne de 2010, chaque décision majeure devait être approuvée par des institutions étrangères, privant le gouvernement de sa capacité à agir. Derrière ces mécanismes, Traoré rappelle l'essentiel: les vies détruites. Il évoque la hausse de la mortalité infantile, des écoles et hôpitaux en ruine, la jeunesse privée d'avenir par le chômage de masse. La dette cesse d'être une donnée froide. Elle devient une question de vie ou de mort, de dignité ou d'humiliation. Pour frapper les esprits, il ose la comparaison. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a reçu des annulations massives de dettes, le plan Marshall, le pardon pour se reconstruire. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle jamais eu droit à la même solidarité? Pourquoi 2 poids, 2 mesures, 2 histoires? En 2005, lors du sommet du G8 à Gleneagles, les pays riches ont annulé 40 milliards de dollars de dettes pour 18 pays pauvres, dont 14 africains. Pourtant, ces gestes, bien que salués, n'ont jamais été accompagnés d'une refonte profonde du système. Les prêts et conditionnalités ont vite repris. Dans la salle, le silence tombe, danse. Les diplomates restent figés, les traducteurs hésitent. En Afrique, des millions de personnes retiennent leur souffle. Chaque mot de Traoré devient étendard. Son discours fait écho chez ceux qui, depuis des décennies, paient pour un silence imposé. Ce n'est plus un discours,
c'est un choc. En quelques minutes, Traoré retourne l'arme de la dette contre ses créateurs. Refuser de voir la réalité du système, c'est accepter d'y rester piégé, et chaque minute perdue coûte des vies, des espoirs, des générations entières. À Porto Rico, la crise de la dette a montré comment un peuple entier peut être sacrifié sur l'autel de la solvabilité des créanciers. En Afrique, le danger est d'autant plus grand que le tissu social est plus fragile. Mais dans les couloirs de l'ONU, certains s'agitent déjà. La riposte ne tardera pas. Historiquement, chaque fois qu'un pays a tenté de reprendre le contrôle de son avenir financier, la réaction a été rapide et brutale. Pression diplomatique, sanctions économiques, campagne médiatique de dénigrement. Et si, pour la première fois, l'Afrique écrivait ses propres règles du jeu? Cette idée, longtemps confinée au rêve, s'incarne désormais dans le réel. Depuis le discours percutant d'Ibrahim Traoré, le continent se retrouve à la croisée des chemins, chaque option porteuse de conséquences profondes, parfois irréversibles. Certains dirigeants, échaudés par la colère populaire, tentent de sauver la façade. Ils parlent de réformes, mais n'osent toucher à la racine du problème, un système où le contrôle leur échappe toujours. Pourtant, la rue gronde. Cette fois, le peuple ne se contente plus de promesses. Il exige des actes, il exige des comptes. Un autre scénario, beaucoup plus audacieux, fait trembler les chancelleries étrangères, la création d'un fonds souverain africain. Imaginez des milliards issus des mines, du pétrole, du cacao, déposés dans un coffre commun, géré exclusivement par des Africains. Plus de tutelle extérieure. Plus de conditionnalité imposée. Avec ce fonds, routes, hôpitaux, écoles pourraient s'ériger sans chercher l'approbation de Paris, de Washington ou de Pékin. Cette idée, née à Dakar, Nairobi, Ouagadougou, circule sur les réseaux sociaux, rallie la jeunesse et inquiète les marchés financiers. Pour mieux comprendre, rappelons-nous le fonds souverain norvégien, qui, grâce à la gestion prudente des revenus pétroliers, a permis à la Norvège de devenir l'un des pays les plus prospères du monde. Si l'Afrique parvenait à mutualiser ne serait-ce qu'une fraction de ses ressources, l'impact serait colossal. Mais chaque avancée provoque sa contre-offensive. Les agences de notation menacent de dégrader la confiance envers l'Afrique. Les gouvernements occidentaux agitent le spectre de sanctions, de coupures d'aide, de représailles. Pourtant, dans les rues de Bamako, d'Abidjan, de Kinshasa, un autre récit émerge. Une Afrique prête à affronter l'incertitude pour reprendre la main sur son destin. L'unité n'est pas acquise. Des lignes de fracture apparaissent entre pays, entre générations, entre élites et citoyens. Le danger de division est réel. Mais pour la première fois depuis des décennies, une conscience collective s'éveille et déborde des universités, gagne les marchés, les radios, les salons, même les taxis-brousses. À présent, la question ne porte plus sur la possibilité du changement, mais sur sa forme et son prix. Chaque décision engage l'avenir de centaines de millions d'êtres humains. Selon la voie choisie, l'Afrique pourrait enfin conquérir une indépendance tant attendue, ou bien s'enfermer dans une nouvelle dépendance, différente dans ses habits, tout aussi pesante dans ses chaînes. Pour chacun, l'enjeu n'est pas seulement matériel. Il s'agit de transmettre à la génération suivante non seulement des terres et des biens, mais aussi la maîtrise du récit, du temps, de l'argent, de l'espoir. La bataille se livre autant dans l'imagination que dans la stratégie. Mais un cri, aussi puissant soit-il, ne suffit pas. Transformer la clameur en changement exige une feuille de route précise, des alliances inédites et une volonté collective capable de résister aux tempêtes. Tout se joue maintenant. Le choix, la méthode, le courage. La suite dépendra de la capacité à transformer l'élan en action durable. Du discours à la feuille de route. Comment transformer une déclaration forte en action concrète? La parole d'Ibrahim Traoré n'est pas un simple éclat isolé. Elle est un appel brûlant, une invitation à ne plus rester spectateur, mais à devenir acteur de notre propre destin. Mais par où commencer, quand le système paraît inébranlable? Voici 5 étapes décisives pour poser les bases d'une souveraineté retrouvée. D'abord, il est vital de réaliser un audit complet de tous les contrats qui lient le pays à l'extérieur. Cela permettra de repérer les failles, de dénoncer les abus
et de remettre en cause chaque clause inéquitable. À titre d'exemple, l'Équateur a mené un audit de sa dette en 2008, découvrant que près de la moitié de ses contrats étaient entachés d'irrégularités. Ils ont ensuite renégocié, obtenant d'importantes réductions. Si cette démarche était appliquée en Afrique, des milliards pourraient être économisés et redirigés vers l'éducation ou la santé. Ensuite, la création d'un fonds souverain africain devient une nécessité. Il s'agit de protéger, mais surtout d'investir les ressources du continent pour les peuples africains, et non plus pour des intérêts étrangers. C'est un rempart contre le pillage et un levier d'émancipation. Troisièmement, il faut oser renégocier l'accès et la gestion des ressources naturelles. Cela ne peut se faire sans solidarité régionale et sans la reconnaissance de la valeur réelle du travail africain. Ici, l'enjeu est clair. Reprendre la main sur nos richesses, refuser toute forme de dépendance déguisée. Quatrièmement, l'unification des marchés intérieurs par l'intégration économique offre une force collective nouvelle. Une union régionale solide permet de peser face aux partenaires internationaux et de ne plus subir les diktats imposés de l'extérieur. Pour illustrer, l'Union européenne s'est construite sur la libre circulation des biens, des services et des personnes. L'Afrique, avec la zone de libre-échange continentale africaine, amorce ce même virage, mais il reste encore des obstacles à lever, notamment l'harmonisation des législations et l'amélioration des infrastructures de transport. Cinquièmement, et c'est peut-être le socle de tout, l'éducation à la souveraineté. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à gérer un budget. Il faut transmettre la mémoire des luttes, comprendre l'histoire de la dette et saisir comment elle a façonné tant de destins brisés ou déviés. Enseigner la dette et la dignité, c'est donner aux générations futures la force de choisir un autre avenir. Imaginons un cursus scolaire où chaque élève apprendrait l'histoire des indépendances africaines, des grandes luttes syndicales, des victoires, mais aussi des trahisons. Comprendre pourquoi la dette s'est imposée, c'est se donner les moyens de la refuser. La mémoire collective est une arme. Si nous oublions les combats passés, nous restons prisonniers des chaînes invisibles de l'histoire. Refuser l'oubli, c'est refuser la répétition du cycle de soumission. Dans cette dynamique, chacun a un rôle. Les citoyens peuvent s'informer, débattre, refuser l'indifférence et réclamer des comptes. Les artistes éveillent les consciences et raniment l'espoir. Les enseignants transmettent l'art du doute et la passion de la vérité. Les dirigeants, s'ils écoutent cette vague, peuvent devenir les bâtisseurs d'une souveraineté réelle. Aucune liberté ne se mendie. Elle ne se reçoit pas. Elle se conquiert. Elle se protège ensemble. Traoré l'a martelé. La souveraineté n'est pas négociable. C'est un droit qui se défend chaque jour, dans les gestes les plus simples. Ce n'est pas qu'une affaire de sommet ou de haute politique. C'est une question de mémoire partagée, d'engagement quotidien, de résistance au fatalisme. S'engager, c'est placer une pierre sur le chemin de la reconquête. Rester passif, c'est accepter la répétition sans fin de la domination. La feuille de route est là, entre nos mains. La seule question qui demeure, comment, chacun à son échelle, peut-il amplifier cette parole et transformer la prise de conscience en un mouvement irrésistible? Mais passer de la parole à l'acte exige plus que de simples intentions. Il faut comprendre les obstacles, les pièges et les forces qui résistent, pour mieux les contourner ou les briser. L'histoire ne s'écrit jamais dans le silence. Qui portera le flambeau? Qui fera vibrer la suite? Le discours d'Ibrahim Traoré ne peut rester prisonnier des murs feutrés de l'ONU. Il ne vivra que si nous le laissons infuser, si nous le faisons résonner au-delà des frontières, jusque dans les consciences les plus éloignées. Le silence, lui, n'apporte que l'oubli et l'effritement de la dignité. Chaque fois qu'un tel message s'éteint, il ne subsiste qu'une indignation passagère, vite dissipée. La dignité redevient alors un mot sans chair, vidé de sens. Mais si nous lui donnons vie, si nous le transmettons, il peut devenir une onde impossible à contenir, capable de bousculer l'ordre établi et de redessiner l'horizon d'un continent entier. Ce combat n'est pas celui d'un seul homme. C'est celui de millions de femmes et d'hommes refusant d'être définis par la dette, réclamant leur souveraineté. La dignité ne se compte pas en chiffres. Elle se forge dans chaque main qui relaie la vérité,
dans chaque voix qui se lève contre l'injustice. Le vrai péril aujourd'hui n'est pas d'oublier un grand discours, mais de céder à la résignation, d'accepter la honte comme une fatalité, de laisser la détresse devenir la norme. Le choix est entre nos mains, demeurer des témoins muets d'un système injuste ou devenir les bâtisseurs d'un futur lucide et libre. Ce moment ne s'adresse pas qu'aux dirigeants. Il vise chacun de nous. Partager cette parole, la faire circuler, c'est refuser l'inéluctable et ouvrir la voie à une souveraineté réelle. Chaque discussion, chaque engagement, chaque prise de position est une brique de plus dans l'édifice d'une Afrique qui se relève et écrit sa propre histoire. Ce n'est plus l'heure du silence, ni celle des compromis. C'est l'heure de la contagion. Un message qui devient mouvement, un mouvement qui façonne un nouvel imaginaire collectif. Il ne tient qu'à nous de ne pas laisser ce souffle s'éteindre. Qui portera la suite? Qui osera transformer ce cri de dignité en point de départ et non en simple parenthèse? L'histoire attend ceux qui ont le courage de la prendre à bras-le-corps. Mais, pour clore cette question, souvenons-nous. Chaque révolution commence par un mot, une voix, un rêve. Il suffit qu'un souffle s'élève, qu'une main se tende, pour que l'injustice vacille. À chacun d'entre nous de répondre à l'appel, de franchir le pas entre la résignation et l'action. Car si l'Afrique refuse désormais d'être définie par la dette, alors c'est au monde entier d'écouter et de reconnaître la légitimité de ce nouveau récit. Ainsi, le discours d'Ibrahim Traoré ne restera pas une simple parenthèse, mais pourra devenir le premier chapitre d'une Afrique souveraine, digne et résolument tournée vers